Bonjour à tous, nous allons démarrer. Bonjour à tous. Donc nous allons démarrer cette conférence et notre sujet porte sur les partenariats recherche-industrie. Comment accompagner les ruptures et les innovations. Nous ne manquons pas de recherche, de chercheurs d'excellente qualité en France, mais la question est de savoir au fond comment passer du laboratoire, de l'idée, de l'innovation et accompagner tout cela pour réussir la transformation industrielle. Et pour parler de cela, eh bien, nous avons un panel constitué de François Le Galland, qui est directeur du LITEN au CEA. On a ensuite, en partant donc de la gauche vers la droite, Étienne Goudal, qui est chef de projet chez GRDF. On a ensuite Michel Bénat, qui est directeur adjoint chez RTE. Ensuite, Nicolas Bianic, qui travaille chez Orange Innovation. Et enfin, Lucas Weiss, qui est le patron de Voltex Solar. Alors, je vais commencer par donner la parole à François Le Galland, du CEA, qui est un acteur incontournable de la recherche en France et qui a à cœur, précisément dans ses projets, de travailler avec des porteurs d'innovation pour réussir précisément ce transfert vers l'industrie. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, côté CEA, le transfert vers l'industrie, c'est une part importante de notre ADN, puisqu'on a vraiment cette mission d'aller à la fois amener les innovations nécessaires à atteindre le net zéro en 2050, et puis en même temps des sujets autour de la souveraineté énergétique, de l'industrialisation, de réindustrialisation de la France. Donc c'est un élément clé pour nous. Et je dirais qu'en termes de recherche, pour bien le réussir, il faut s'appuyer sur, notamment pour proprement aller monter les derniers niveaux de TRL qui permettent le transfert propre et efficace vers l'industrie. S'appuyer sur 3 piliers. Le premier, bien sûr, c'est d'avoir des chercheurs et chercheuses de très haut niveau et qui ont une approche, une façon de penser qu'on appelle généralement l'éco-innovation, c'est-à-dire que non seulement il faut qu'ils fassent de la recherche pour aller chercher des choses innovantes et qui améliorent les performances, mais en même temps, il faut qu'ils aient chaque fois en tête les aspects un peu de technico-économie, en quoi ce qu'on développe est cohérent en termes de marché qui va être adressé, avoir aussi en tête des notions d'analyse de cycle de vie, d'impact environnemental de leurs innovations, parce que c'est indispensable pour les industriels. Et puis le dernier point, de plus en plus, d'avoir en tête aussi les aspects sociétaux, acceptation sociétale. Donc premier pilier, c'est vraiment d'avoir des chercheurs et chercheuses qui travaillent avec ces idées en tête. Deuxième pilier, c'est d'avoir, je dirais, surtout quand on est sur des sujets technologiques, des plateformes technologiques de très haut niveau, ce qui veut dire des investissements importants. Mais ça, c'est indispensable, puisque si on veut faire proprement le transfert vers l'industrie, il faut qu'on ait des équipements et des installations qui soient le plus proches possible de ce que les industriels vont avoir chez eux, pour que le transfert se fasse rapidement et de manière efficace, donc qu'il n'y ait pas de réadaptation de recettes ou de procédés. Et puis le dernier point qui me paraît très important, c'est la propriété intellectuelle, c'est-à-dire d'être capable d'avoir de la propriété intellectuelle solide qui puisse supporter les partenaires industriels qui vont le mettre en œuvre. Et ça, c'est valable que ce soit avec des grands groupes, des TPE, des PME et des startups. Et ça, c'est aussi un point très important, c'est vraiment de ne pas avoir en tête que, tout à l'heure, on parlait, dans une autre table, on parlait de gigafactories. Les gigafactories, c'est hyper important, mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir en tête d'alimenter tout l'écosystème qu'il y a autour, les équipementiers, les fournisseurs de matériaux et toute la chaîne des partenaires industriels et d'écosystèmes qui est autour. Voilà. Merci. Alors, je vais me tourner maintenant vers Étienne. Étienne, chez GRDF, les ruptures, les innovations à venir nous emmènent sur quel terrain? Je crois les gaz verts en particulier, et je crois que vous êtes engagé dans une démarche telle que l'a décrite François, n'est-ce pas? Absolument. Il est important, pour un acteur comme GRDF, qui à la base s'occupe du service public de la distribution du gaz, il est aussi important d'anticiper l'avenir, de préparer l'avenir.
Préparer l'avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire en particulier s'intéresser à quelles vont être les nouvelles formes d'approvisionnement de gaz vert, de gaz décarboné. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà la méthanisation, ces magnifiques dômes ronds que l'on peut trouver dans nos campagnes et qui sont finalement la première technologie de production de biométhane. Et puis il y a d'autres technologies qui sont plus industrielles et qui donc nécessitent aussi des partenariats plus industriels. Je pense en particulier à ce qui va être la pyrogasification, la gazéification hydrothermale, la méthanation. Ce sont des technologies sur lesquelles finalement on a des demandes, nous, GRDF, en tant qu'accompagnateur des collectivités locales, pour pouvoir finalement valoriser un certain nombre d'intrants, un certain nombre de déchets présents sur des territoires, et où il est important de trouver des partenaires industriels qui vont nous permettre de faire finalement ce lien entre la théorie qui existe, qui a pu être lue dans les articles de journaux, dans les veilles diverses et variées, et finalement la réalité d'un projet qui pourrait émerger sur un territoire. C'est là que c'est intéressant de développer des partenariats avec des acteurs qui ont cette compétence industrielle, par exemple le CEA. À ce titre-là, côté GRDF, on a effectivement un grand partenariat de recherche sur la gazéification hydrothermale avec le CEA Liten pour lever un certain nombre de verrous technologiques, en particulier pour aller permettre de développer de tels projets pour adresser des contraintes qu'ont les collectivités locales sur les bouts de leur station d'épuration. La gazéification hydrothermale permettant de convertir l'intégralité de ces bouts sous forme de biométhane, ce qui est vraiment une technologie intéressante et qui répond à de vrais enjeux à la fois environnementaux mais aussi sociétaux, de valoriser finalement ces déchets qui aujourd'hui ne le sont pas tellement, et en même temps qui nécessitent, comme l'a rappelé François Le Galland, de bien faire le lien entre les exigences de la société, entre les enjeux de mise à l'échelle et de montée à l'échelle de ces projets partant d'expériences de laboratoire, et donc vraiment d'avoir une conception de technologies, de solutions qui sont aptes à petite échelle et qui peuvent être dupliquées, répliquées à plus grande échelle pour finalement mettre en œuvre des démonstrateurs industriels dans les territoires. Alors, je vais me tourner maintenant vers Lucas Weiss, où nous allons passer à l'échelle d'une entreprise de taille intermédiaire, mais pas n'importe lequel, parce que Voltex Solar, eh bien, c'est l'un des rares fabricants de modules photovoltaïques présents sur le sol français. Alors, pour vous, Lucas, en tant que patron d'une ETI, la recherche, l'innovation, ça se décline comment ? Oui, merci Michel et bonjour à tous. Donc effectivement, Voltex Solar est aujourd'hui le premier fabricant français, premier industriel français du solaire photovoltaïque. Donc on est fabricant de modules et on a une capacité de 500 MW. Donc ça correspond à peu près à 1 million de panneaux solaires qui vont être mis sur le marché tous les ans. Et donc avec 500 MW de capacité, on est aussi dans le top 5 européen en termes de capacité. Et c'est à comparer effectivement avec les grandes sociétés chinoises qui vont avoir jusqu'à 500 gigawatts de capacité, donc simplement 1000 fois plus grosse. Et justement, donc, on parle d'innovation, de recherche, et dans une industrie comme le solaire, c'est absolument essentiel. Simplement, sans innovation, on ne peut pas survivre. Voilà, il y a eu en France des sociétés qui ont fait de l'industrie dans le solaire sans faire d'innovation, et elles n'ont pas survécu bien longtemps. Et chez Voltec, l'innovation est vraiment ancrée dans les gènes. On a un département de recherche depuis la création de la société il y a 13 ans, et on est continuellement en train de travailler sur les nouvelles technologies, sur les prochaines générations. La durée de vie d'une gamme de produits chez Voltex, c'est à peu près 18 mois. Et ensuite, il faut passer à la suivante. Donc voilà, on va sortir nos nouveaux produits au mois de septembre, basés sur une nouvelle technologie. Et on sait déjà que d'ici 2025, il va falloir imaginer autre chose puisque cette technologie sera dépassée. Et on fabrique actuellement une génération de produits qui date de 2021 et qui est aujourd'hui complètement dépassée. On commence vraiment à avoir du mal à se fournir dans les composants. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va très vite, et on a absolument besoin de continuellement investir, alors que ce soit dans la recherche, l'innovation, les nouveaux équipements, les nouvelles technologies. Et alors je suis assez content, fier de Voltec, puisque effectivement on arrive à suivre ces évolutions technologiques, mais c'est vrai que c'est particulièrement difficile, et puis on finit par être en retard. Et
Et simplement pour poser un regard peut-être un peu plus critique sur l'endroit où on se trouve par rapport au contexte mondial, enfin pour moi le premier indicateur d'une recherche qui est efficace, c'est sa capacité finalement à générer de la valeur et générer de la valeur dans l'industrie. Et de mon point de vue, si aujourd'hui il y a aussi peu d'industrie solaire en Europe, alors il y a beaucoup de raisons, on va dire géopolitiques, mais c'est aussi parce qu'on n'est pas arrivé à être suffisamment efficace, ou tout du moins pas aussi efficace que les pays asiatiques sur cette thématique de recherche. Et simplement, pour citer un exemple, aujourd'hui, la Chine a vraiment pris le contrôle sur une des étapes essentielles de la chaîne de valeur, qui est les lingots, les plaquettes. Et ils ont réussi à prendre le contrôle là-dessus parce qu'ils ont innové. Alors, c'est de l'innovation low-tech, hein, ils ont simplement changé la taille des plaquettes. Enfin, c'est le degré zéro de l'innovation. Voilà, on est passé de 15 cm à 16 cm à 18 cm. Enfin, c'est une innovation qu'on aurait tendance, je pense, en Europe à regarder un petit peu de haut. Et notamment, quand on regarde les projets qui sont financés dans le cadre de Horizon 2020, des grands programmes européens, jamais de la vie quelqu'un aurait osé mettre un projet en disant je vais augmenter d'1 centimètre la taille de mes plaquettes. Et pourtant, au travers de cette innovation low-tech, la Chine est arrivée à démontrer, à prendre le contrôle et à démontrer qu'il pouvait être plus compétitif. Et donc, c'est vrai que, enfin, de mon point de vue, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, enfin voilà, je vais laisser la parole. J'ai encore d'autres choses à faire, d'autres choses à dire, puisqu'on prépare aussi des innovations de rupture, mais je vais laisser la parole. On y reviendra tout à l'heure, mais je vais maintenant me tourner vers Michel Bénat, RTE. Donc, cette fois-ci, votre cœur de métier, c'est la distribution, n'est-ce pas, d'énergie électrique, dans un contexte qui, dans les années à venir, va certainement être affecté très profondément par l'évolution du mix énergétique. Et je pense que c'est un super terrain d'innovation, mais également un terrain sur lequel il y a de nombreux challenges à relever. Alors, de précision, je suis directeur adjoint de la direction recherche-développement RTE, ce qui fait que je suis vraiment à la frontière entre l'industrie que représente RTE et le monde externe de la recherche hors RTE. Alors, on parle de distribution. Alors, le distributeur, c'est très connoté. Enedis, c'est un distributeur, c'est celui qui vient vous installer un compteur Linky et voilà, que vous connaissez bien. Nous, on est transport d'électricité. Donc, 2 mots par rapport à RTE. Donc, vous le connaissez peut-être mieux parce que c'est nous qui émettions les signaux EcoWatt, qui heureusement resté vert tout l'hiver, qui aurait pu passer orange ou rouge. Mais fondamentalement, notre mission, à travers notre posture, c'est d'être le propriétaire et l'exploitant d'à peu près 100 000 km de lignes à travers la France. Nous avons le monopole sur la France métropolitaine du réseau à très haute et haute tension, du 400 000 volts au 63 000 volts. Et nous nous occupons aussi des interconnexions avec les pays voisins, dont une emblématique dans la région est la nouvelle liaison entre la France et l'Italie, le projet Savoie-Piémont. Alors les enjeux, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a l'évolution du mix, l'évolution de la consommation. Si vous regardez aujourd'hui les objectifs de la stratégie nationale bas carbone du gouvernement, la part de l'électricité dans la consommation d'énergie qui est de 25% va passer à 55% en 2050, ce qui veut dire plus 30% en absolu de consommation d'électricité et plus 30% de production. Et quand on trace la courbe entre maintenant et à 2050, ben on voit que ça veut dire multiplier pour RTE par 3 les investissements entre 5 et 10 ans. On parle de croissance très poussée aujourd'hui. On recrute, c'est historique, hein, on est 9500 RTE, on recrute 700 personnes cette année, encore 700 l'année prochaine. J'ai jamais vu ça. Et il y a des enjeux de R&D. Donc si je me focalise sur la R&D, parce que le but quand on va investir tant d'argent dans les années qui viennent, c'est de les investir au mieux. Donc en faisant de l'actif, il y aura toujours besoin de cuivre et d'aluminium, mais il va y avoir une couche de numérique effectivement qui va permettre d'optimiser ces investissements. Donc au niveau de RTE, la stratégie R&D, c'est déjà de dire qu'on a la volonté d'avoir une direction R&D interne, ce qui n'est pas le cas partout. D'autres opérateurs en Europe font le choix de déléguer toute cette recherche ailleurs. Donc aujourd'hui, nous avons un budget qu'on a la chance d'avoir sanctuarisé, parce qu'on a un régulateur que je vais qualifier d'intelligent, un régulateur de l'énergie en France, qui alloue des budgets pour les grands opérateurs de réseau, dont GRDF, je crois aussi, hein, côté Enedis et autres. Donc on a 46 millions d'euros par an sanctuarisés qui doivent être utilisés pour faire de la R&D. Le choix qu'on fait RTE, c'est de dire qu'il y a la moitié qui doit être en termes d'internalisation de compétences. Donc on a une direction d'à peu près 120, 130 personnes où on est capable de piloter des affaires qui vont depuis des projets d'électrotechnique,
de maths appliquées, mais maintenant on a des experts en biodiversité, des experts en sciences humaines et sociales, en éco-conception, c'est des choses aussi qui vont croissantes, qui sont capables de piloter des affaires, donc à peu près 23 millions qui restent sur des partenariats externes, donc on a à peu près une centaine de partenaires aujourd'hui, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Alors, la manière dont on peut progresser, c'est que déjà on présente notre feuille de route, on a un programme de travail qui est public, qui est sur notre site internet, qui dit voilà dans les 4 ans qui viennent, quels sont les grands enjeux de RTE. Donc c'est un document qui fait à peu près 70 pages que vous pourrez trouver. Et après, on essaye de le présenter partout où on peut. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le temps de présenter en détail, mais je le fais par exemple dans les pôles de compétitivité. Je l'ai fait dans le pôle Ténerdis, qui est un pôle de la région. On dit voilà ce sur quoi on compte travailler dans les 4 ans qui viennent. Si vous pensez que la solution que vous développez peut avoir un intérêt pour nous, venez. On est dans une logique d'open R&D. Venez, on s'engage à avoir un premier échange dans les 15 jours pour voir si on va plus loin ou non. Puis après, on a toute cette gamme des fameux TRL, vous savez, de montée en maturité, qui fait qu'on regarde déjà sur le papier ce que ça peut donner, et après on est capable de faire des démonstrateurs, ou alors même de tester une solution sur nos réseaux. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises, notamment les plus petites, qui ne cherchent pas forcément d'argent, mais qu'on teste leurs produits sur nos installations. Et c'est ça qu'on est capable de faire aujourd'hui pour promouvoir et voir si on est capable d'arriver jusqu'à ce stade où on va être dans le déploiement plus généralisé. On peut embarquer aussi ces petites entreprises dans le cadre de projets ADEME, des projets européens. On sait que c'est compliqué de monter un projet quand on est coordinateur, parce que ça coûte énormément d'argent. Généralement, il faut un PMO à plein temps ou pendant 6 mois. Donc on est capable aussi d'embarquer des entreprises comme ça. Donc c'est aussi un appel que je fais aujourd'hui. Si aujourd'hui dans la salle, il y a des gens qui pensent au vu de notre feuille de route R&D qui peuvent apporter des solutions, on est prêt à étudier ça avec un engagement d'avoir un échange dans les 15 jours qui viennent. Donc, la manière dont on compte fonctionner aujourd'hui, donc sans partenariat, mais on compte en avoir encore beaucoup plus à l'avenir. D'accord, eh bien super, l'appel est lancé. Je vais me tourner maintenant vers Nicolas Bianic, Orange. Donc chez Orange, c'est une affaire de télécom, de réseau, mais vous travaillez également avec des acteurs de l'énergie et vous êtes présent sur ce salon, donc vous avez vu pas mal de choses. Alors, l'innovation et la rupture technologique côté Orange, elle est en particulier, mais pas que sur la 5G, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous dire donc comment est-ce que vous travaillez avec ces acteurs du monde de l'énergie et sur quel sujet? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Nicolas Bianic, donc je travaille à la branche innovation et voilà, l'accompagnement, le travail avec les industriels est très très important. Moi je me concentre sur la 5G pour les marchés entreprises, donc avec plusieurs co-innovations, soit sur le ferroviaire mais aussi dans le domaine de l'énergie. Et on voit que ces co-innovations sont très très importantes puisque la technologie 5G sera vraiment fortement intégrée au processus métier de nos futurs clients business de la 5G. Et du fait de cette forte intégration, il faut qu'on travaille vraiment de concert avec les utilisateurs de manière à ce que notre technologie puisse vraiment porter les services IoT les plus critiques. Donc on a des belles co-innovations, notamment avec Enedis et au sein d'un consortium dans lequel on va retrouver Enedis, on va retrouver Nokia, on va retrouver Schneider Electric. Et c'est aussi intéressant de constater un certain pivot de l'industrie télécom sur ces dernières années. J'irais jusqu'à présent sur les technologies cellulaires. Très souvent, l'industrie télécom travaillait seule dans un premier temps à la définition du standard. Donc quand je dis industrie télécom, je pense aux opérateurs télécoms et aux équipementiers télécoms. On le faisait au niveau mondial, mais globalement, on définissait le produit, les architectures, on mettait en place des services, et c'est seulement ensuite que les acteurs B2B venaient prendre des services à notre catalogue. Et la technologie 5G notamment est tellement compliquée, et puis comme je vous ai dit, on doit vraiment porter des services critiques. Donc pour être concret, avec Enedis, on travaille sur la téléaction, téléprotection, avec donc l'objectif de raccorder tous les producteurs alternatifs plus largement que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est des technologies plutôt fibrées, donc qui coûtent cher, qui sont longues à mettre en place. Donc voilà, un ROI qui n'est pas optimal. Et donc on travaille à ce que la 5G puisse, dans les prochaines années, être une technologie pertinente
pour le raccordement de ces producteurs. Et donc toute ces co-innovations, pour nous Orange, elle est très importante puisqu'elle nous permet aussi de bien voir vers où aller, quelles technologies, quelles fonctionnalités sont obligatoires à implémenter. Donc ça nous force aussi à accélérer sur certaines fonctionnalités. On voit avec Enedis qu'il y a des fonctionnalités qu'ils utilisent très très bien, notamment pour les aspects cybersécurité qu'ils veulent retrouver sur la 5G. Donc nous, côté Orange, ça nous force aussi à accélérer, à mettre ça au catalogue assez rapidement. Et puis, on a une grosse question des infrastructures dans le domaine de l'énergie. Pareil pour le domaine des télécoms, il y a un gros enjeu d'investissement. Et donc, ces co-innovations, elles ne sont pas seulement techniques, mais elles sont aussi business. Donc, c'est-à-dire qu'on va penser les modèles d'affaires, on va penser des modèles de co-investissement potentiellement, de manière à ce qu'on puisse couvrir tout le territoire. Là, on est sur une verticale assez complexe par rapport à d'autres verticales comme l'industrie du futur, où on peut développer une technologie beaucoup plus localisée. Là, on doit couvrir la maille nationale. Donc voilà, il y a toutes ces questions de business model aussi qui sont travaillées dans ces co-innovations. Alors, je vais revenir vers Étienne, puisque là, on était dans le transport et la distribution d'énergie électrique. De votre côté, il s'agit plutôt de distribuer des fluides, des gaz en l'occurrence. Mais est-ce que vous rencontrez finalement, est-ce que vous avez devant vous des problématiques et des challenges un peu similaires, c'est-à-dire face à un mix énergétique qui va évoluer? Est-ce que dans votre domaine, finalement, on est face à des problématiques similaires? Alors oui, on est évidemment face à des problématiques similaires, alors qui ne se posent pas exactement dans les mêmes termes, puisqu'on parle de molécules et pas d'électrons, mais on est bien sur des problématiques similaires. Le premier exemple, c'est la question de l'hydrogène. Tout le monde a entendu parler de l'hydrogène. Bon, la première question qui vient à un certain nombre d'acteurs, c'est est-ce qu'on peut mettre de l'hydrogène dans les tuyaux de gaz? Bon, les premiers travaux, dans les travaux de R&D qu'on a immédiatement menés en tant qu'opérateur de réseau, que ce soit avec le CEA, que ce soit avec RICE, qui est le centre de recherche de GRTgaz, ça a été finalement de faire ces recherches, de regarder dans quelle mesure on pouvait injecter de l'hydrogène en petite ou en grande quantité sur les réseaux gaziers existants. Est-ce qu'il y avait besoin de les renouveler ou est-ce qu'on pouvait simplement les convertir? Donc voilà, ça fait partie des questions fondamentales et on voit bien que plus on va avoir une palette large de production de gaz vert décarboné qui vont en plus être décentralisées sur l'ensemble du territoire, plus on va aussi avoir des demandes de plus en plus complexes de la part des consommateurs. Nicolas Bianic le rappelait, on n'est plus seulement dans un écosystème, on va dire, chacun dans son secteur. On a en plus besoin de voir quelles sont les attentes de nos clients, de nos consommateurs, de nos parties prenantes externes, les collectivités locales par exemple, et finalement de voir dans quelle mesure tous nos travaux de R&D et toute notre innovation est tournée vers cette réponse à ces besoins de la société, à ces besoins de nos parties prenantes. Voilà, la question de savoir si on peut produire du gaz de façon décentralisée, mais la question aussi de savoir dans quelle mesure le gaz peut être une solution d'ajustement de différents systèmes énergétiques. On sait très bien que l'avantage des molécules, c'est qu'elles se stockent facilement. Donc ça peut être facile, par exemple, d'avoir des logiques assurantielles avec les molécules. Donc il s'agit de le valoriser aussi, de voir comment on équilibre tout ça, dans quelle mesure on crée des liens entre les différents systèmes énergétiques, ce qu'on peut appeler le couplage sectoriel. Voilà, tous ces sujets-là, forcément, ce sont des sujets innovants, ce sont des sujets nouveaux, mais dont on sait qu'il est nécessaire de leur trouver des réponses parce que de toute façon, c'est une attente de la société et ce sont des étapes nécessaires pour activer l'ensemble des leviers nécessaires à la transition énergétique. D'accord. Alors je vais revenir vers François. Donc, on a en face de nous un mix énergétique qui évolue rapidement. On a des challenges à relever. Vous qui êtes présent sur de nombreux fronts, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies en France, que ce soit en termes de financement, moyens, ressources pour finalement convertir l'essai? Alors, je pense que quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit quand même qu'on a un environnement un peu macro qui est quand même favorable, je pense qu'il y a un consensus maintenant sur les enjeux de la transition énergétique. Je pense qu'il y a eu une accélération, au titre de la prise de conscience de la thématique de la souveraineté énergétique, des enjeux de réindustrialisation. Voilà, je pense que c'est des sujets qui font de moins en moins débat. Je pense que ce que la Chine met en place depuis un certain nombre d'années, où ils ont
Lucas en parlait, je veux dire, sur la cristallisation, ils ont 98% de part de marché. Enfin, ils ont des positions extrêmement dominantes. En même temps, l'Inflation Reduction Act américain qui se met en place. Quelque part, alors tout ça, de toute façon, ça nous pousse. Voilà. Donc, de toute façon, vu ce que fait la Chine, vu ce que font les États-Unis, on est en train de se mettre en ordre de bataille, mais de toute façon, si on ne fait pas quelque chose, on va être en grosse difficulté. Donc là, ça va se jouer, je pense. Voilà, on voit qu'au niveau européen, c'est en train de bouger. Il y a un vrai enjeu. Voilà, donc je dirais que de manière macro, les choses, tout nous pousse à le faire. La géopolitique mondiale nous pousse aussi à le faire. Voilà, après, il faut mettre un certain nombre de choses en place rapidement. Parce qu'en fait, on est sur des choses où il faut aller vite, mettre en place. Voilà, je pense que ce qui était aussi intéressant dans la discussion, c'est de voir qu'en fait, on a des enjeux d'aller sur des. Il y a bien sûr tout un enjeu. Alors, d'abord, un enjeu d'efficacité énergétique qui est de sobriété. Ensuite, il y a évidemment de l'électrification. Et après, avoir en tête qu'il y a aussi l'enjeu des gaz verts, l'enjeu aussi des e-chemicals. On a vraiment toutes ces choses qui sont très loin d'être en compétition et qui sont même complémentaires, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Et donc, justement, avoir cette notion pour être efficace, d'avoir cette notion un peu de système, que ce soit au niveau d'une voiture ou d'un bâtiment jusqu'à un réseau énergétique national ou européen, et en utilisant les différentes briques et en les mettant en complémentarité, c'est extrêmement puissant. Voilà, donc je dirais que, pour répondre à la question, on a vraiment un contexte qui nous pousse à le faire. Après, voilà, il faut aller vite. Et là, on voit, par exemple, sur un certain nombre de sujets autour de la définition des électrons, entre l'électron vert, l'électron nucléaire versus un certain nombre de choses. C'est des choses qui, en fait, quand on a des installateurs qui doivent aller chercher des investisseurs sur du long terme, tant que ces choses-là sur qu'est-ce qui sera, parce que derrière, en fait, en fonction de l'électricité, de l'hydrogène qui sera fabriqué à l'électricité, ça change un peu tous les business models, toutes les garanties. Voilà, les investisseurs, tant que tout ça, c'est pas clair au niveau législatif, ils n'investissent pas. Voilà, donc il y a un vrai enjeu à clarifier tout ça. Ça a déjà bien commencé, mais dans les semaines et les mois qui viennent, si on veut ne pas être largué par nos camarades américains et asiatiques. Bien sûr. Lucas, je reviens vers vous. Vous avez souligné l'importance pour vous dans votre métier, dans votre industrie de l'innovation sur laquelle vous avez misé depuis quelques années déjà. Et alors, la prochaine étape, la prochaine technologie de rupture qui se dessine dans le photovoltaïque, qu'est-ce que c'est ? Alors, avant d'aller parler de rupture, il y a un point qui me paraît absolument essentiel dans la notion d'innovation, c'est le sujet des impacts environnementaux et de la réduction de ces impacts. Donc ça m'a fait très plaisir d'entendre François aussi les citer, ainsi que Thierry Lepercq un peu plus tôt qui parlait de la crise climatique qu'on est en train de vivre. Et ça me paraît absolument essentiel que l'ensemble des industriels prennent conscience de leurs responsabilités à l'intérieur des impacts, puisque dès lors qu'on a une activité économique, on génère des impacts et il est absolument essentiel d'arriver à les mesurer, d'arriver à les réduire. De manière très concrète, chez Voltec, on est entré dans une stratégie d'éco-conception à partir de 2015, où on est vraiment allé rechercher. Donc, toutes les innovations sont regardées sous l'angle de l'éco-conception. Et concrètement, on est allé regarder comment faire pour réduire les impacts sur la totalité de la chaîne de valeur. Donc, en allant chercher directement le polysilicium à l'endroit où il génère le moins d'impact, en allant chercher aussi les lingots et plaquettes à ces endroits. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a des réalités qui sont des réalités géographiques. Il y a des endroits où on trouve une énergie décarbonée, peu chère, abondante, notamment grâce à l'hydroélectricité en Norvège, par exemple. Et c'est vrai que cela fait du sens d'aller chercher ou d'aller produire des procédés qui sont électro-intensifs dans ces pays qui sont décarbonés. Et pour avancer, donc on va aussi directement traiter notre procédé en choisissant des procédés qui consomment moins d'énergie, en consommant de l'énergie renouvelable évidemment sur site, et en travaillant aussi sur les aspects de durabilité bien sûr et de circularité.
Alors, il ne vous aura pas échappé que ça fait beaucoup de travail pour des petites sociétés. Voilà, on se décrit comme une ETI, mais malgré tout, il y a beaucoup de sujets. Et donc, on a vraiment la chance en Europe de pouvoir bénéficier de cet écosystème de recherche. Et donc, notamment avec le CEA qui nous aide finalement, je dirais, à rattraper notre retard sur tout ce qui est mesure de durabilité des panneaux solaires, puisque de la même manière, on se rend compte que les industriels asiatiques ne sont pas en reste sur ces développements. Donc vraiment, dans cette notion de court terme, il y a encore beaucoup à faire et on est pleinement engagé là-dessus. Ensuite, dans la dynamique d'éco-conception, on est toujours dans l'autocritique, de se dire on n'en fait jamais suffisamment. À nouveau, toute activité industrielle génère des impacts. Comment est-ce qu'on fait pour limiter ces impacts au maximum ? En allant voir l'ensemble de nos fournisseurs et en leur demandant d'intégrer des composants du recyclage à l'intérieur des composants qu'on achète, on s'est rendu compte que finalement, on se heurtait à un mur. Il y a très très peu de matériaux qui proviennent de recyclage dans les panneaux solaires aujourd'hui. Et on a notamment décelé une problématique forte. Alors, je fais une toute petite parenthèse sur le sujet du verre, puisqu'on est assez content d'être arrivé à créer une des premières boucles de circularité sur le verre, puisque aujourd'hui, on est arrivé, grâce à de l'approvisionnement local en Allemagne, à recycler le verre qui est dans les panneaux solaires, ce qui n'est pas du tout le cas pour tous les panneaux qu'on importe, donc la grande majorité. Mais donc on arrive à trouver des solutions techniques qui nous permettent d'améliorer déjà aujourd'hui les impacts. Donc on se rend compte que lorsqu'on souhaite utiliser du silicium qui provient du recyclage, ce qui pourrait faire du sens en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation de ressources. Aujourd'hui, tout ce qui provient du recyclage nécessite de grandes quantités d'énergie pour le purifier. Et on sait aujourd'hui fabriquer des cellules photovoltaïques à base de silicium recyclé, mais c'est notoirement des cellules qui sont beaucoup moins performantes que celles que l'on pourrait fabriquer à partir de silicium natif. Et on s'est vraiment posé la question, et ça nous a mené à un projet qu'on est donc en train de mener aujourd'hui avec l'IPVF. On va chercher à séparer la couche active. Donc aujourd'hui, la couche active d'un panneau solaire photovoltaïque, c'est la cellule en silicium. Et on s'est dit qu'on allait séparer cette couche active en deux, en créant une couche mince semi-transparente et en mettant du silicium à l'arrière, et en associant deux couches minces de moindre qualité, donc à 18%, qu'on va mettre l'une sur l'autre. On va arriver à créer un ensemble, donc un module tandem à base de perovskite et du silicium, qui permet d'obtenir une efficacité beaucoup plus élevée en réduisant très fortement les impacts, que ce soit la consommation d'énergie, la consommation de matière, et en permettant d'avoir un produit qui puisse être intégralement circulaire. C'est tout du moins la promesse qui est évoquée. Donc, pour essayer de résoudre toutes les problématiques, ou tous les petits défauts qu'on peut encore trouver dans les panneaux solaires d'aujourd'hui. Merci Lucas. Il est temps maintenant de donner la parole à la salle. S'il y a quelques questions dans la salle, je vous en prie. Alors, est-ce que nous avons des questions ? Alors, il faut croire qu'on a été très clair, mais le temps nous étant compté, nous, en effet, qu'effleurer les sujets, les survoler. Alors, D'accord, pas de souci. Alors, face à ces challenges à relever, à ces travaux, j'imagine un grand besoin de former de nouvelles compétences, de recruter. Donc ça, je pense que c'est un chantier important et je suis sûr que chacun d'entre vous, à travers vos entreprises, vous êtes impliqués, actifs pour essayer de former, recruter les talents nécessaires demain. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet ?
peux attaquer. Non, effectivement, la partie compétences est extrêmement clé. Alors côté CEA, on a un organisme de formation qui s'appelle l'INSTN et qui, sur un certain nombre de nos thématiques sur lesquelles on fait de la recherche, forme nos partenaires où nos chercheurs ont à la fois des activités de formation et donc on leur permet à travers cet organisme de pouvoir se former sur un certain nombre de thématiques, et on essaye d'être le plus proche possible des besoins de l'industrie, et puis on essaye aussi d'être le plus proche possible des écoles, du secteur académique, pour justement, parce qu'il y a aussi un sujet de créer des vocations. Voilà, je pense que c'est important que demain on ait des gens qui soient attirés par l'industrie, et que des jeunes femmes et des jeunes hommes là, ils aient envie d'aller vers ça. Et donc pour ça, c'est aussi important qu'on aille à leur rencontre dans les écoles. Ça commence avec les stages de 3e jusque dans les écoles d'ingénieurs, les universités, etc. Parce que voilà, il faut aussi très en amont amorcer la pompe, et ça c'est important. Voilà. Oui, je voulais dire, alors, c'est toujours été important, effectivement, les compétences, la formation. Ce qui est nouveau quand même depuis quelques années, alors moi je suis recruteur pour la R&D de RTE, c'est quand même l'accélération dans les besoins qui se fait depuis 2-3 ans, et la manière dont on a des difficultés maintenant pour recruter, ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans encore. Hein. Il y a eu quelque chose qu'il faudra peut-être méditer à l'avenir, comme on est passé de la mondialisation heureuse à ce qu'on appelle, nous, RTE, la mondialisation contrariée. C'est ce qu'on va mettre dans notre futur bilan prévisionnel. Donc derrière, il y a la relocalisation. Là, on a mentionné les deux méchants, la Chine et les États-Unis. Donc c'est nouveau, ça. Hein. Avant, ce n'était pas le cas. Et il y a une accélération quand on se projette à 2050 sur les besoins d'investissement, de recrutement, qui fait qu'aujourd'hui... Par exemple, moi, RTE, avant, il y a encore 3-4 ans, on pouvait se permettre de mettre 4 mois pour faire une proposition d'embauche avec un salaire. On prenait notre temps. Là, c'est 3 jours maintenant. En fait, c'est 3 jours parce que les gens nous disent j'ai des tas de propositions ailleurs. Alors, ça veut dire aussi que ça a des atouts. Les jeunes en sortie. L'énergie était un sujet qui était peut-être austère, méconnu il y a 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, même en dehors du cercle des scientifiques, l'énergie devient un vrai sujet. Les jeunes notamment sont très militants. Alors on parle beaucoup du mix énergétique, la partie production. Il y a beaucoup de militantisme côté consommation aussi, hein, parce qu'on n'a pas dit qu'il fallait qu'on baisse de 40% notre consommation d'énergie d'ici à 2050. Personne ne sait encore comment ça va se faire. Là, il y a un vrai sujet. Donc on attire quand même par le sujet énergie. Nous, en particulier RTE, et peut-être dans certaines entreprises ici, sur le côté service public, faire le bien de l'humanité quelque part. Donc ça, c'est quand même des atouts. Ensuite, c'est vrai qu'on risque quand même de manquer de compétences à l'avenir. Là, les 3 dernières personnes que j'ai embauchées, c'est une Américaine, une Libanaise et une Vénézuélienne. Donc on a aussi cette capacité à embaucher en dehors de France, donc ce qui crée aussi du multiculturel dans la direction. Mais ça veut dire aussi que on trouve moins naturellement aussi des candidats qu'avant. Donc je sais pas comment. Il y a un vrai sujet de promotion au niveau des écoles d'ingénieurs aussi ou peut-être même avant sur les sujets de l'énergie, l'électricité, c'est pas intuitif, les systèmes électriques c'est pas intuitif. Et peut-être il faut redonner le goût sur ces sujets beaucoup plus tôt dans les parcours scolaires. Je sais, j'ai pas la solution, hein, mais ça sera à méditer. Peut-être en complément, je rejoins bien évidemment ce que vient de dire Michel Bénat, et c'est vrai que la notion de service public est effectivement un point important et ça, en tout cas il y a un certain nombre de personnes qui y sont attachées, et donc ça peut faciliter dans certains cas certains recrutements. Il y a quand même un vrai sujet aussi, c'est que le monde bouge très vite. On voit bien que finalement la somme d'innovation et de perspectives d'innovation qu'on a connues sur les 5-6 dernières années est colossale. Et donc, ce qui veut dire aussi qu'il y a un enjeu de formation même des collaborateurs pour qu'ils s'habituent progressivement et qu'ils changent leurs pratiques. Si on prend l'exemple de la production de biométhane, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a plus de 600 sites, pas loin de 600 sites qui injectent du biométhane dans les réseaux gaziers. Forcément, ça veut dire de la production décentralisée, ça veut dire des pratiques différentes, donc ça veut dire un besoin de former les gens partout, sur l'ensemble du territoire, d'avoir des plateformes de formation. Demain, j'évoquais tout à l'heure l'hydrogène, il va falloir aussi intégrer ces données-là dans les logiques de formation. Comprendre finalement ces écosystèmes qui est extrêmement mouvant nécessite de former tous nos collaborateurs. Et donc c'est vrai qu'il y a un engagement fort de la part d'opérateurs de services publics tels que GRDF, et j'imagine probablement pas le seul ici,
à effectivement former aussi nos propres collaborateurs qui finalement vont vivre tout au long de leur carrière des choses très très différentes par rapport au moment où ils ont été embauchés dans l'entreprise. Et ce que je compléterai aussi avec les co-innovations sont assez intéressantes aussi pour comprendre les métiers. Moi, je viens des télécoms. Il y a 2-3 ans, je ne connaissais rien du tout au métier de l'énergie. On me parlait de téléaction, de poste acheté ABT, de poste source, et il y a tout un travail aussi avec ces co-innovations. Elles le permettent de le faire, c'est de traduire. C'est-à-dire que le Enedis, en l'occurrence, nous expliquait leurs besoins, et c'était à moi de traduire ça en métrique télécom. Et ça, c'est pas forcément évident non plus. Et je pense que on est au début de l'histoire. Je parle sous la casquette de la 5G, hein, qui va devoir adresser plein de secteurs d'activité. Donc voilà, il faut qu'on soit capable de comprendre nos métiers respectifs. Et c'est en ça aussi que les co-innovations sont intéressantes. C'est parce qu'elles nous permettent d'avoir en direct les entités métiers qui nous expliquent leurs besoins. Bien sûr, on les traduit. Et puis, ça nous permet d'être efficace aussi. Tu parlais tout à l'heure, Michel, voilà, est-ce qu'on est performant? Oui, je pense qu'on est performant à travers ces partenariats, puisqu'on a différents jalons, on qualifie les cas d'usage, et on sait qu'in fine, les usages qu'on a développés, on les mettra dans le réseau. Donc voilà, il n'y a pas ce risque-là qui peut être déceptif de travailler sur des cas d'usage, et puis au final, le marché n'est pas là. Non, l'éco-innovation, ces partenariats-là permettent d'être efficaces au niveau France, au niveau Europe, en l'occurrence. Ok, nous arrivons au terme de la conférence, mais on a encore quelques instants s'il y a une question, un nouvel appel. Si quelqu'un veut poser une question. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Merci. Bon, je viens de Tunisie pour ce salon international. Et j'ai participé à la création d'un parcours de formation sur les réseaux électriques intelligents. Et je travaille sur un projet de recherche en partenariat avec Orange sur les échanges électriques. Et puis, on a un potentiel d'étudiants, d'enseignants, et qui veulent travailler sur des sujets de recherche. Et, on a un centre de recherche sur le technopole de Sfax, et je vais profiter de l'occasion pour voir comment participer ou candidater pour participer à d'autres projets, vu qu'on a déjà prouvé qu'on peut avoir de bons résultats pour ce genre de coopération nord-sud. Oui, merci. Bien, je crois que vous avez sur la scène eh bien, les personnes avec lesquelles vous pourrez parler pour développer et étudier les manières de répondre à votre demande. Je ne sais pas s'il est nécessaire d'en dire un peu plus, peut-être. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on en reparle juste après. Ouais. Voilà, eh bien s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons en rester là. Et donc, il me reste à remercier nos intervenants. Merci beaucoup.